BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous pour commenter l'actualité du moment, les résultats et les banques centrales. Julie Jourdan à nos côtés ce soir, gérante action américaine chez Mansartis. Bonsoir et bienvenue Julie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Didier Borowski également de nous accompagner jusqu'à 18h. Bonsoir Didier. Bonsoir. D'être le responsable de la recherche macro d'Amundi. Didier, commençons avec vous. C'est quand même l'événement du jour. L'ambianceur du jour s'appelle Mario Draghi. Sur les marchés, à quoi nous prépare la Banque Centrale Européenne ? On s'y attendait d'une certaine façon. La communication avait été déjà extrêmement accommodante au cours des dernières semaines. On s'attendait à un ton accommodant. Alors ceci dit, Mario Draghi est allé un peu plus loin que ce qui était anticipé. Il préannonce quasiment une baisse de taux pour le mois de septembre. Il ouvre très clairement, encore plus clairement la porte à un programme d'achat de titres qui verrait le jour aussi au mois de septembre, et en actant finalement le fait que la situation dans le secteur manufacturier se détériore. Et on a eu encore hier les indices PMI qui montrent qu'en effet la récession industrielle s'aggrave en Allemagne, qu'on a une vraie récession industrielle, donc avec une crainte de diffusion au reste de l'économie, parce que pour le moment on a toujours un secteur des services, le consommateur en dernier ressort qui reste bien présent, avec un marché du travail qui tient bien. Donc on a toujours cette dichotomie entre l'industrie et les services, mais il y a quand même cette crainte que plus cette récession manufacturière dure, plus elle finisse par contaminer l'ensemble de l'économie. Il y a une forme j'ai envie de dire, d'asymétrie des risques. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, et vous avez des risques qui se sont nettement accrus, avec des possibilités de récession dans le pire des cas. Et auquel cas, c'est de la politique d'assurance, c'est de la politique agressive, et puis c'est de la politique qui vient aussi en réaction avec ce qui est attendu du côté de la Réserve fédérale. Donc voilà, on est dans une phase d'assouplissement monétaire mondial due à la montée des risques en fait. Toutes les banques centrales baissent leurs taux ou se préparent à le faire. Enfin, une baisse de taux, pour quoi faire ? On est déjà à moins 0,40% sur le taux de dépôt. Une baisse de taux supplémentaire ou deux baisses de taux supplémentaires, allons-y, puisque là, toutes les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que ça changerait à la situation actuelle Non, c'est une bonne question. On ne peut pas attendre d'une baisse des taux un effet marqué sur l'activité économique, c'est évident. En revanche, c'est une façon d'ancrer des anticipations de taux faibles, voire négatifs, pour une longue période de temps, et de conditions de financement extraordinairement accommodantes pendant une période très longue également. Et pour ancrer cette anticipation, la Banque Centrale Européenne est obligée d'appuyer une nouvelle fois sur le champignon, et ceci s'explique, comme je le disais, par la détérioration de la situation conjoncturelle. Il y a peut-être aussi dans l'idée d'éviter d'avoir une appréciation de l'euro. Alors on n'y est pas, on est toujours entre les 1,11, 1,12, etc. Mais il y a toujours la crainte de la BCE de voir la Réserve fédérale devenir beaucoup plus agressive dans les mois qui viennent, pour des raisons qu'on pourra à nouveau évoquer. Et si ce devait être le cas, le risque c'est de voir le dollar baisser contre toute devise, et en particulier contre l'euro. Et la meilleure une forme de compétition qui se met en place entre les banques centrales. Il y a d'ores et déjà une compétition entre les banques centrales, mais pour une raison simple, le commerce mondial a chuté. La demande mondiale est sous pression, donc beaucoup de pays, et notamment ceux qui sont sensibles au commerce, sont sous pression, et donc le peu de demande mondiale qu'il y a, les pays vont tenter, j'ai envie de dire, de se l'arracher avec des devises, et toutes les devises ne peuvent pas être sous-évaluées au même moment. Donc évidemment, le pendant de ce type de réaction monétaire simultanée un peu partout, même si le timing n'est pas forcément le même partout, c'est évidemment des craintes de guerre d'échange, et tout le moins de volatilité sur le marché d'échange. Donc c'est ça qu'il va falloir suivre de très près. Parce que la baisse des taux en elle-même ne va pas changer la donne sur le plan macroéconomique. On parle de 10 points de base, potentiellement de 20 points de base si on regarde ce qui est anticipé dans les marchés d'ici le printemps prochain. J'ai envie de dire, c'est pas ça qui va changer la donne. Ouais. En revanche, les conditions de crédit s'étaient légèrement durcies au deuxième trimestre, notamment pour les PME. On commençait à avoir un point d'inflexion, donc il commence à y avoir des éléments d'inquiétude qui font que vous êtes typiquement, si vous voulez, vous êtes dans une politique d'assurance. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est dans une politique d'assurance, dite de risk management, on considère davantage le scénario de risque que le scénario central. Donc les prévisions de croissance et d'inflation n'ont pas tant bougé que ça, mais les risques sont jugés suffisamment élevés pour mener ce type de politique d'assurance, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas, répétons-le quand même, il n'y a pas d'inflation. Ouais. C'est ça le sujet. Oui, surtout en zone euro. Surtout en zone euro. Avant tout en zone euro. Ouais. Oui, mais même quand on regarde aux États-Unis, je veux dire, il y a très peu d'inflation. Il y a eu très peu d'inflation au pic du cycle. Et donc le thème qui est en train de monter, si vous regardez de près même la communication des banques centrales, et qui est le même au sein de la Fed que de la BCE, c'est la thématique de cibler de façon symétrique le taux d'inflation, ce qui revient à dire en réalité que c'est un changement en fait radical de cadre stratégique pour les politiques monétaires. C'est-à-dire que les banques centrales voudraient avoir à ce stade du cycle des taux d'inflation supérieurs à leur cible. Ouais. Et donc elles ne réagiront pas si demain, pour une raison lambda, l'inflation se mettait à accélérer, parce qu'elles estimeront que c'est naturel d'avoir pendant un certain temps une inflation au-dessus de sa cible. Et c'est un élément fondamental de la communication de Mario Draghi et de la BCE aujourd'hui, cette symétrie autour de la cible d'inflation qui va faire couler beaucoup d'encre, parce que
On change le mandat de la BCE là, non, sans le dire. Un changement du mandat de la BCE, parce que le mandat de la BCE c'est la stabilité des prix, mais la BCE interprète la stabilité des prix comme étant non pas un taux d'inflation qui reste en deçà mais proche de 2%, mais sur l'idée que le c'est 2% en moyenne sur longue période. Sur le cycle en tout cas. Sur le cycle. Et on en est très loin. Et en creux, 10 ans qu'on rate la cible. C'est ça. Et en creux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un ciblage du niveau des prix. Donc c'est des termes techniques mais fondamentalement, ça veut dire que la Banque centrale européenne, on ne se fera pas surprendre par une reprise de l'inflation. Quand bien même il y aura une reprise de l'inflation, ça ne changera pas la donne. Ouais. La politique monétaire va rester accommodante pendant une période très longue. Et ça, c'est évidemment, j'ai envie de dire, pour utiliser un vocable anglo-saxon, c'est un game changer, notamment pour les politiques budgétaires. On pourra revenir dessus. Ouais, bien sûr, mais c'est pour l'équilibre de politique économique. C'est un paradigme que les banques centrales sont en train de construire là. Enfin, un paradigme dans le sens où c'est quelque chose qui va durer encore plus que ce qu'on imagine et qui va s'installer. C'est clair, c'est un changement de fonction de réaction, en tout cas très clair, de part et d'autre de l'Atlantique. Vos commentaires par rapport aux banques centrales? Alors la Fed, parce que vous êtes sur le marché américain, vous êtes gérante action, Julie, mais évidemment les banques centrales, elles ont une influence sur tous les marchés, y compris sur les marchés actions, sur les valorisations de certaines entreprises. Vous dites quoi? Bon, alors je sais pas. Bon, si on est purement dans la logique de l'investisseur, c'est quoi? Tant mieux, oui. Aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui très probable, c'est-à-dire une baisse des taux sur les États-Unis lors de la prochaine réunion de la Fed la semaine prochaine, c'est considéré et c'est acté aujourd'hui comme étant une bonne nouvelle pour le marché. Parce qu'effectivement, ça veut dire que les valorisations des actifs boursiers vont pouvoir en fait s'apprécier puisqu'on va être dans un contexte durable, comme ce qui a été dit précédemment, de taux bas et de politique accommodante. D'aucuns vous parleraient de bulle, hein. Certains vous parlent très clairement d'une bulle qui n'arrête pas de gonfler avec des taux toujours plus bas. Sur des actifs risqués, actions en l'occurrence. Alors aujourd'hui, compte tenu de la valorisation des marchés actions, c'est difficile de parler de bulle. Aujourd'hui, si on prend le marché américain, le S&P 500, il s'échange à peu près à 17 fois en termes de PE sur les 12 prochains mois. On paye 17 fois les bénéfices de l'année à venir. Exactement. Sachant que la moyenne historique, on est autour de 16,7 fois. Donc on est très loin de ce qu'on peut caractériser comme une bulle. L'exagération n'est pas suffisante pour en faire une bulle. Exactement. Alors évidemment, on pourra toujours trouver telle ou telle valeur qui est très chère, etc. Mais dans sa globalité, on a un marché qui présente des valorisations qui sont globalement un petit peu au-dessus des normes historiques, mais qui restent tout à fait raisonnables. Et c'est vrai que la baisse future des taux va encourager le renchérissement des marchés actions. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut, ce que certains le traduisent. Et c'est souvent comme ça que ça s'est traduit concrètement. Oui, je comprends. Bon, alors la Fed la semaine prochaine, on pourra en redire un mot, mais je reste avec vous, Didier, sur la BCE et puis des aspects techniques. Donc, on comprend une baisse de taux au mois à venir, peut-être à la réunion de septembre. Il y a d'autres mesures, d'autres options sur la table. On pourra en dire un mot, mais déjà une question sur les taux négatifs. C'est-à-dire que la BCE veut à nouveau baisser ses taux, moins 0,40 points de base aujourd'hui, peut-être moins 0,50 demain pour le taux de dépôt, le taux directeur de la BCE aujourd'hui. Est-ce qu'elle le peut, comment dire, sans provoquer d'effets contre-productifs ou d'effets négatifs qui l'emporteraient finalement sur les effets positifs? Et là, on en vient à parler du secteur bancaire, bien sûr. Là aussi, le discours est très technique, bien sûr, mais on a l'impression que ça devient le cœur du sujet d'une certaine manière. Si on veut baisser les taux, il va falloir qu'on nuance peut-être les effets négatifs des taux négatifs. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un système de double taux de dépôt qui est à l'étude et qui verrait probablement le jour avec une baisse supplémentaire du taux de dépôt. Donc ça paraît clair. Et Mario Draghi l'a encore mentionné. La doctrine de la BCE, c'est en effet le sujet que vous mentionnez est très débattu. Hein. Parmi les économistes, on sait qu'il y a des effets négatifs, on sait qu'il y a des effets positifs aussi. Et dans l'ensemble, net, la thèse de la Banque centrale européenne, c'est que net, l'effet est positif et que l'effet négatif a été compensé par la reprise du crédit bancaire. Et en tout état de cause, c'est la doctrine aujourd'hui de la BCE. C'est aujourd'hui aussi la vision du FMI. Je pense que c'est très important de voir que le FMI s'est positionné depuis un bout de temps déjà sur une thématique dans laquelle les taux négatifs sont un instrument de politique monétaire. Et c'est important parce que Christine Lagarde prendra la suite, comme vous le savez tous, de Mario Draghi. Donc je pense que là, il n'y aura aucune rupture en termes de philosophie. Hein, la formation que Christine Lagarde a en tête sur la doctrine monétaire a été très influencée par les membres du FMI qui sont tout à fait en ligne avec ce qui est fait du côté de la Banque centrale européenne. Alors bien sûr que le
débat existe entre économistes, il est même très vif sur les effets néfastes de la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Ceci dit, la problématique des banques, c'est une problématique structurelle. Tout n'est pas lié au taux négatif de la Banque Centrale Européenne. Il y a une problématique de chute du taux d'intérêt d'équilibre. C'est une chute du taux d'intérêt d'équilibre qui est mondiale, qui est marquée aussi du côté de la zone euro. Il y a une problématique des excès d'épargne qui fait chuter le taux d'intérêt réel d'équilibre. Le taux d'intérêt réel d'équilibre, qui a chuté, c'est pas lié à la Banque Centrale. Et donc il faut pas non plus complètement accuser les banques centrales d'être à l'origine des maux que connaissent les banques. Et quelle aurait été aujourd'hui la situation des banques si la BCE n'avait pas mis en place un programme à la fois de quantitative easing et de baisse de taux, qui a stimulé la demande globale. Là, je crois qu'on ne pourra pas atteindre un consensus de sitôt. Ce qui est clair, c'est que la vision de la BCE, c'est que bien sûr, il y a des effets dommageables, mais que net, l'effet sur l'économie est positif. C'est ça, les avantages l'emportent toujours sur les inconvénients. C'est en tout cas la vision de la Banque Centrale Européenne. Ce qui veut dire que la porte est ouverte très clairement pour aller plus loin. Alors jusqu'où, c'est la question évidemment en fonction, la conjoncture le dira. C'est si on a davantage de contagion, il y a bien sûr une limite. On sait bien qu'ils ne pourront pas aller beaucoup plus bas que moins 0,7, moins 0,8. Ça c'est la Suisse, la Banque nationale suisse est à moins 0,75. Donc on voit bien que ça, ils ont regardé de très près Alors d'ailleurs, remarquons que l'impact sur la courbe des taux suisses est importante parce que tous les taux d'intérêt en Suisse sont maintenant en territoire négatif, y compris le 50 ans. Donc on voit bien qu'il y a aussi quand même le fait que ça précipite les taux d'intérêt à des niveaux que personne, faut dire les choses très clairement, que personne n'avait envisagé en début d'année. Vous avez même le 2 ans italien qui est aujourd'hui en territoire négatif. Donc on voit bien que ça change la donne, y compris sur les marchés de dette souveraine. Et ça donne de facto, parce qu'on a aussi quelque chose qui est un peu technique, qui n'est pas assez mentionné, c'est de facto, quand vous avez le taux d'intérêt apparent de la dette qui va chuter comme ça de façon aussi nette en dessous du taux de croissance du PIB nominal, c'est un peu technique, mais ça veut dire que mécaniquement, vous pouvez stabiliser la dette publique avec des déficits primaires. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça veut dire que ça donne en fait de l'espace aux politiques budgétaires sans remettre en cause la soutenabilité des finances publiques. Et je pense que c'est le dernier, c'est le prochain sujet aujourd'hui, c'est quid de la politique budgétaire dans cet environnement. Mais pour Mario Draghi, c'est plus le sujet de la baisse de taux ou de relancer le programme d'achat. Il le dit à chaque réunion, depuis son entrée en fonction, Mario Draghi répète que la politique monétaire seule ne peut rien, qu'il faut de la politique. Mais là, si la situation s'aggravait sensiblement en zone euro, une politique budgétaire significative serait essentielle. On comprend que c'est plus un sujet de politique monétaire. Non. On a avancé de ce point de vue-là ou pas? Je sais pas, nouvelle commission européenne, ça bouge un petit peu ce point de vue-là. Ça bouge. On est l'Allemagne qui souffre, on est proche du moment où on va pouvoir mettre en place quelque chose de coopératif au sein de la zone euro de ce point de vue-là, ou ça reste un vœu pieux à ce stade? Là, c'est politique, désormais. C'est très clairement politique. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont dans le sens de davantage, j'ai envie de dire, de politique budgétaire. D'abord, Christine Lagarde, à la tête de la BCE, c'est quelqu'un qui a une culture budgétaire très marquée et qui a une aura, j'ai envie de dire, du fait de sa présence au FMI pendant de nombreuses années, très importante. Donc, elle va probablement aller encore plus que Mario Draghi dans ce sens et militer en faveur de davantage de l'emploi de l'arme budgétaire. Deuxièmement, paradoxalement, j'ai envie de dire, la quasi-récession allemande est aussi quelque chose qui peut précipiter les choses, notamment en Allemagne. S'il y a un État en zone euro qui peut faire une politique budgétaire contracyclique de stabilisation, c'est tout à fait l'Allemagne, qui a de très très amples marges de manœuvre, et d'autant plus que les taux sont négatifs. Enfin, je veux dire, la politique budgétaire à l'équilibre, c'est la bonne politique, c'est ce que disait en début de semaine Angela Merkel lors de sa conférence de presse traditionnelle avant ses vacances d'été. Le répète encore aujourd'hui, l'équilibre budgétaire, c'est la bonne politique. Oui, mais il y a c'est vrai, cette vision allemande de longue période, mais je crois que très vite, les Allemands vont comprendre que s'ils sont en récession, leur intérêt, c'est ça qui est important, c'est pas l'intérêt de l'Europe, leur intérêt propre sera de faire davantage de politique budgétaire. Et puis, il y aura probablement aussi des dérives budgétaires un peu plus importantes, des révisions des règles budgétaires, et je pense que ça, ce sont des choses qui s'annoncent avec la nouvelle Commission européenne. Ça va prendre du temps, mais je crois qu'on va vers des révisions de règles budgétaires au sein de la zone euro, dans des environnements de taux que personne n'avait envisagé il y a encore quelques années. C'est intéressant. Bon, alors c'est compliqué chez nous parce que c'est la zone euro, que chaque pays a des intérêts propres encore aujourd'hui, malgré l'unification de la zone monétaire. Aux États-Unis, ça fonctionne finalement pas si mal de ce point de vue-là. Enfin, si on est dans cette logique, il y a du déficit, Trump fait du déficit et Jérôme Powell, d'une certaine manière, est-ce qu'il est soumis à Trump, à la pression politique de Donald Trump? En tout cas, lui aussi, il agit d'une certaine manière. Je sais pas comment vous regardez ça, Julie, mais
C'est un couple en tout cas, pas banal. Oui, alors ça c'est certain. Et la réalité, c'est qu'effectivement, on rentre dans un cycle de desserrement monétaire. Donc effectivement, on va là aussi impulser une politique extrêmement accommodante sur les prochains mois, les prochains trimestres. Là, ils ont relevé le plafond de la dette. L'accord a été trouvé assez facilement, rapidement. En fait. Hein. C'est-à-dire que quand on est à 1 an et demi des élections, et qu'on ne veut pas répéter ce qui s'est passé il y a quelques années où les deux partis, le Parti républicain et le Parti démocrate, avaient mis des mois à trouver un accord sur le plafond de la dette et politiquement ça avait été extrêmement douloureux, notamment pour le Parti républicain. Ils ne veulent pas réitérer en fait cette erreur du passé. Donc effectivement, les deux partis, en dépit de leur divergence politique majeure, ont trouvé un terrain d'entente sur le plafond de la dette et on avance, on passe à un autre sujet. Voilà, je pense que effectivement, la situation économique aux États-Unis est très différente. Ah oui. On a une économie qui est en bonne santé, qui est en situation de quasi plein emploi, dont les ménages continuent d'accélérer en fait dans leur consommation, qui est toujours sans inflation, et effectivement avec également cette dichotomie avec l'industrie manufacturière, où effectivement on a une industrie manufacturière qui est sous pression. On l'a vu avec des PMI qui sont un peu faibles. Les enquêtes de conjoncture. Hein. Les enquêtes de conjoncture manufacturière qui sont assez faibles, puisque le seuil à partir duquel on parle de croissance, c'est le seuil des 50. On est tout juste au-dessus, on s'est stabilisé au-dessus, ce qui montre qu'on est toujours en zone d'expansion économique industrielle. Néanmoins, on est significativement inférieur aux chiffres d'il y a un an. Même aux États-Unis, ça ralentit quand même. Exactement. Alors, ça ralentit pour partie liée aux tensions internationales, pour partie liée au cycle, pour partie liée à une augmentation de la concurrence dans certains secteurs. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'on a une décélération manufacturière au niveau mondial, y compris aux États-Unis. Aujourd'hui, bon, un mot pour conclure. Si on avance sur la Fed, Didier, bon, la BCE on comprend et visiblement les arguments sont légitimes pour agir. Du côté de la Fed, quelle est la logique d'une baisse de taux, 25 ou 50 points de base? On aura la réponse la semaine prochaine. La logique est moins forte, mais ceci dit, en effet, la croissance ralentit, pas seulement le secteur manufacturier, enfin il y a l'ensemble de l'investissement aussi qui ralentit fortement, peut-être en contraction au deuxième trimestre. On a un ralentissement de la consommation quand même qui va venir, pas au deuxième trimestre, on aura des chiffres en effet très solides du côté de la consommation des ménages, mais enfin il faut s'attendre quand même à ce qu'on revienne, bon an mal an, sur le potentiel de croissance aux États-Unis. On était environ à 2,5 cette année, on va aller vers du 1,8 c'est l'an prochain, donc c'est un ralentissement de l'économie américaine, j'ai envie de dire qui est attendu, la fin de l'impact de la stimulation budgétaire, etc. Bon, est-ce que ceci peut justifier en soi une baisse de taux dans des conditions normales? J'ai envie de dire non, mais on n'est pas dans des conditions normales. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le commerce mondial et il y a aussi, il faut le dire, de la pression politique. Hein. Je veux dire, Donald Trump a mis une pression extrêmement forte sur la Réserve fédérale pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt. J'ai envie de dire, on peut défendre l'idée d'une baisse du taux d'équilibre, d'une baisse en termes de politique d'assurance. Donc là aussi, on est dans le pur risk management. Mais alors, 50 points de base ne se justifient pas d'un point de vue macroéconomique. Donc on aura la réponse à la pression politique par l'ampleur de la baisse des taux. 25 centimes, on peut aller jusque-là, compte tenu des conditions macroéconomiques, on peut justifier peut-être, dans le meilleur des cas, une ou deux baisses de taux par uniquement la 50 points de base, c'est pour faire plaisir à Trump. 50 points de base, alors là aussi, ce serait un vrai changement de fonction de réaction. Ce serait vraiment quelque chose qui ne correspond pas du tout. Il n'y a pas de stress financier. Il y a des conditions monétaires et financières qui sont extrêmement accommodantes. La consommation résiste. La croissance est attendue au-dessus du potentiel encore dans les trimestres qui viennent. Fondamentalement, oui, ce serait pour faire plaisir à Trump. On marque une pause. On en vient aux résultats d'entreprise dans un instant et on va commencer par les grands groupes de la tech américaine. Facebook, là, qui recule de 2,5% après sa publication trimestrielle qui avait lieu hier soir. Pourtant, le titre avait commencé la séance en étant bien orienté à la hausse. Et là aussi, les marchés se sont retournés dans leur ensemble. Et Facebook, donc pour l'instant, qui fait office de gros retardataires au sein de ce groupe des GAFA. On marque une pause et on en parle avec nos invités. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse.
Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Didier Borowski, responsable de la recherche macro d'Amundi, et Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Julie, les sujets du jour sont pour vous. On parle des publications des GAFA, donc c'était Facebook hier soir, réaction de marché négative, on va essayer d'expliquer ça. En plus, avec les tirs croisés des régulateurs, des politiques sur ces grandes plateformes numériques. Je rappelle qu'on a eu la confirmation que le département de la justice aux États-Unis lançait une vaste enquête antitrust sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles chez ces grandes plateformes numériques. Et puis Facebook, rattrapé par les défaillances en matière de protection des données personnelles, qui s'acquitte d'une amende de 5 milliards de dollars pour mettre fin à certaines enquêtes qui ont été menées par les régulateurs américains. Allons-y, Facebook spécifique, moins 2,6%. Alors je sais pas, est-ce que ça vient des résultats? Est-ce que ça vient de la pression réglementaire et Facebook fait partie des groupes qui sont peut-être les plus sous pression aujourd'hui? Alors Facebook, effectivement, c'est sans doute un des deux groupes qui sont le plus sous pression avec Google. Alors, si on prend d'un point de vue résultat, c'est vrai qu'on s'aperçoit que la publication trimestrielle a été vraiment assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires qui progresse et dont la progression accélère à 32%. De progression, donc c'est vraiment un très beau succès en termes de croissance des ventes. On a des profits qui dépassent les attentes, un revenu par utilisateur qui ne cesse de progresser et un nombre d'utilisateurs qui continue de croître, qui croît moins rapidement, ce qui n'est pas illogique parce que quand on a 1,59 milliard d'utilisateurs quotidien, bien évidemment, c'est pas complètement illogique d'avoir à un moment donné une forme de décélération. Donc les résultats étaient très bons. Ils ont très clairement indiqué également que leurs dépenses, leur capex, donc allait être dépenses d'investissement, merci, allait être légèrement inférieures à ce qui était prévu, en dépit des investissements qui sont faits pour augmenter la protection des données de leurs clients, et ce sont des choses qui ont été dans un premier temps saluées par le marché. Donc je dirais sur la partie résultat, on a vraiment un groupe qui a très très bien fonctionné. Après, il y a tout cet environnement réglementaire. Ouais. Alors là-dessus, il y a deux choses. Il y a effectivement la protection des données, et ça c'est vraiment très spécifique, entre autres à Facebook, sur lequel ils ont réussi à négocier un accord avec les autorités américaines, 5 milliards d'amendes. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront que c'est pas assez. Les démocrates disent notamment que c'est pas assez. Voilà. Après, la réalité, c'est que c'est 5 milliards d'amendes, mais c'est pas seulement 5 milliards d'amendes. C'est 5 milliards d'amendes et un changement dans la gouvernance. Et c'est assez significatif puisqu'ils vont non seulement, demander à ce qu'il y ait un comité spécial qui soit décisionnaire ou en tout cas qui valide les demandes en matière de changement ou de décision concernant la protection des données des clients de Facebook, et ça passera par des nominations de personnes indépendantes qui auront désormais leur mot à dire sur les actions qui seront prises par le groupe. Donc c'est un changement majeur. Alors c'était ma question. Est-ce qu'on est là sur des éléments qui, oui, vont affecter profondément la manière dont Facebook fonctionne aujourd'hui, ou est-ce qu'on est plus dans le jeu politique, la com politique, parce qu'il faut quand même agir et que la protection des données personnelles, finalement, ça parle à tout le monde. L'affaire Facebook a fait grand bruit et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, s'est senti un peu concerné. Mais je mets face à ça ce que vous disiez sur les résultats, c'est-à-dire que du point de vue des annonceurs, non, Facebook, ça reste la machine où il faut aller pour annoncer et pour faire de la pub. Alors on a effectivement cette double vision, la vision politique et la vision consommateur. Et c'est vrai que le consommateur, être le produit de Facebook ou d'Instagram ou de WhatsApp, rappelons, parce que c'est pas que la croissance est même peut-être ailleurs aujourd'hui. Exactement, ne lui pose aujourd'hui pas de problème, considère que l'exploitation de ces données, le service qui lui est rendu en contrepartie est satisfaisant et donc il continue de l'utiliser. Donc on ne voit effectivement pas du tout de détournement massif de la part des consommateurs. Maintenant c'est clair, c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est compris par tout le monde et tout le monde l'a accepté, vous dites. En tout cas aujourd'hui, il semble, après les différents scandales, que c'était largement on peut pas dire je suis plus au courant, je suis pas Exactement. au courant, c'est ça. Après il y a le politique et c'est vrai que on voit plusieurs choses. On commence à être en période électorale aux États-Unis, donc effectivement avec cette notion de protection des données qui est un sujet dont se sont emparés aussi bien les démocrates que les républicains, et donc
tout l'échiquier politique est extrêmement sensibilisé sur ce sujet et veut montrer qu'ils seront sans pitié, entre guillemets, pour des abus tels qu'ils les ont estimés en ce qui concerne Facebook avec l'affaire Cambridge Analytica. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette prise en main du politique qui est une vraie volonté de tous bords. Et du coup, ça pourrait changer à terme, effectivement, la façon dont on fonctionne. Aujourd'hui, on n'a pas moyen de le savoir. Ça ne se verra pas immédiatement, ça ne se verra pas dans 6 mois. Mais effectivement, Mark Zuckerberg est maintenant pénalement responsable de la protection des données de ses consommateurs. Donc c'est quand même un changement très significatif. Boursièrement parlant, ces valeurs, enfin ce groupe des GAFA, on peut les discriminer, enfin les différencier, mais ils restent toujours aussi attractif pour les investisseurs. C'est le cœur du réacteur du marché américain, il ne faut pas l'oublier, hein, avec des groupes qui capitalisent plus de 1000 milliards de dollars, par exemple, quand on pense à Microsoft. GAFAM, voilà, on va jusqu'à Microsoft aujourd'hui. Boursièrement parlant, le profil est toujours aussi intéressant. On a des sociétés qui délivrent des beaux profils de croissance. Quand on voit, donc Facebook, je le disais à l'instant, c'est 32% de croissance des ventes. Microsoft, qui est encore plus gros, a sorti des ventes la semaine dernière qui étaient en hausse de 12%. Donc on est sur des rythmes de croissance qui restent très élevés, avec la partie cloud qui progresse presque de 20% toujours. Donc on est sur vraiment des machines à croissance qui restent très solides. On verra ce soir, puisqu'on a Amazon et Google. On a eu une déception effectivement la semaine dernière de Netflix, qui reste un groupe à forte croissance, mais avec effectivement une surprise négative. On a vu que 130 000 abonnés américains ils avaient perdu 130 000 abonnés américains sur le trimestre, qui était totalement inattendu par les investisseurs, qui ont sanctionné d'ailleurs relativement lourdement le titre, puisque dans les quelques séances qui ont suivi, le titre a perdu à peu près 15%. Donc ça a été sanctionné. Ouais, effectivement, Netflix, qui rebondit un peu aujourd'hui, il faut le noter, mais c'est vrai que même plusieurs jours après, le titre était encore sous pression. Netflix y reprend 1,6%. Un commentaire sur les aspects de régulation, peut-être, Didier. Alors, régulation fiscale, parce qu'on n'a pas évoqué la fiscalité, mais voilà, on voit que les politiques de tous bords et de tout pays cherchent à quand même remettre un peu la main sur une partie de l'argent qui est fait par ces plateformes. Et puis la régulation antitrust, d'une certaine manière, c'est inéluctable, c'est le sens de l'histoire. Est-ce que ça va affaiblir ces grands groupes qui ont quand même une dimension presque macroéconomique aujourd'hui dans le monde? Ils ont une dimension macroéconomique, c'est clair. Ça dépendra peut-être aussi de l'orientation politique du prochain congrès. Donc je pense que les élections de 2020 vont être fondamentales. On sent bien que les démocrates sont plus interventionnistes, naturellement, qu'ils sont pour pousser le curseur de la réglementation plus loin, pour des amendes potentiellement plus élevées. Donc je pense que ça va être aussi un enjeu pour la valorisation de ces groupes, de savoir, à mesure qu'on se rapprochera des élections au Congrès et des élections présidentielles, de savoir qui va l'emporter et quel type de démocrate, puisque aussi on connaîtra l'offre politique du côté des démocrates avec le candidat démocrate. Ça va être un enjeu très important, mais dans le sens de l'histoire, en effet, je t'en partageais qu'on va vers davantage de réglementation et davantage de pression financière sur ces groupes, parce que c'est un levier quand même très significatif. Mais avec quand même des différences assez importante quand même d'orientation de la politique selon l'orientation du Congrès. Effectivement, c'est des aspects très politiques, il faut quand même le souligner à nouveau. On marque une pause, la clôture apparaît à suivre dans un instant et Andrea Tchieni qui va nous rejoindre en duplex, sales trader chez Saxo Bank pour les commentaires de fin de séance, une séance animée, ambiancée par la Banque Centrale Européenne, par Mario Draghi, les résultats d'entreprise aussi, on citera quelques réactions de marché suite aux publications trimestrielles de grands groupes français, européens ou américain. Le CAC qui va terminer cette séance en baisse après avoir marqué un nouveau plus haut annuel, moins 0,36% actuellement, 5585 points. Fin de séance sur les marchés européens avec une séance qu'on va reprendre avec vous, Andrea Tchieni, qu'on retrouve en duplex chez Saxo Bank, sales trader chez Saxo Bank. Oui, on a du volume, on a eu de la volatilité comme on n'avait plus depuis plusieurs semaines maintenant, avec Mario Draghi qui a été l'homme de cette journée, et des tendances qui se sont renversées sur tous les marchés ou quasiment, sur les devises, sur l'euro-dollar, sur les taux souverains et sur les indices actions, le CAC 40 si on prend la référence parisienne.
Oui, c'est vrai qu'on a eu une séance où on a connu beaucoup de retournements, de renversements. C'est vrai qu'on a vu un début de séance très positif, un gap à la hausse dès l'ouverture, des marchés qui semblaient plutôt enthousiastes. On avait battu des records en clôture aussi sur les marchés américains la veille. Donc tout semblait bien se dérouler. On attendait impatiemment cette réunion de la Banque Centrale Européenne où tout semblait globalement assez clair. C'est vrai que le marché priceait déjà sur beaucoup de déclarations accommodantes de la part de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'on a eu dans le communiqué de presse où on a vraiment senti que la Banque Centrale Européenne commençait à préparer le marché à la mise en place de politiques accommodantes très prochainement, certainement dès la rentrée au mois de septembre. Mais dans le discours et la conférence de presse de Mario Draghi, c'est vrai qu'on a eu des propos contradictoires sur la situation économique, comme quoi la récession n'était pas... on ne pouvait pas parler de récession encore aujourd'hui, qu'il ne fallait pas avoir un regard maussade sur la situation économique, qu'il n'y avait pas eu de discussion poussée dans les détails sur la baisse des taux qui est anticipée, qui est prévue par le marché. Donc c'est vrai qu'on a eu des propos dovish, mais des propos dovish très largement intégrés par le marché et pas plus. Donc ce petit plus qui aurait pu permettre au marché de poursuivre sur cette dynamique positive. Ce petit plus, on ne l'a pas eu. Au contraire, on a eu des propos un peu contradictoires. On a vraiment eu le sentiment que Mario Draghi essayait un peu de downplayer, de réduire, on va dire, un petit peu les attentes, de canaliser un petit peu les marchés dans ces attentes autour de la Banque Centrale Européenne. Et du coup, c'est vrai que dans ce contexte-là, à partir du moment où tout est acquis, tout est intégré, il y a un mouvement du coup de repli logique, de prise de profit, de petites déceptions aussi qui se manifestent sur les marchés. Donc c'est vrai que sur les indices, on a cassé les 5006 à la baisse sur le CAC. On revient sur une zone de support autour des 5580-85. Au-delà, c'est autour, on va dire, des 5535-40 où il y a aussi une zone de support qui se joue à ces niveaux-là. Voilà, maintenant si on revient au-dessus des 5006, on va toujours aller essayer de chercher la résistance vers 5635 avant de potentiellement renouer vers les plus hauts, vers 5000, on va dire 665 ou 70, voire au-delà autour de 80-85. Mais c'est vrai qu'on a une fin de séance un petit peu plus triste sur les marchés, mais retour des volumes, retour un petit peu aussi de l'animation. Et sur les devises, c'est un petit peu le même sentiment. On a une paire euro-dollar qui allait tester un support assez psychologique autour des 1,11 et qui derrière a rebondi assez nettement avant de repartir là encore une fois sur une dynamique baissière. Donc il y a aussi ce phénomène de digestion. Quand on a des événements aussi attendus que la BCE cette semaine, il y a besoin de digérer, on va dire, un petit peu tous ces propos et toutes ces annonces. Et donc c'est pas étonnant d'avoir un petit peu de volatilité dans un marché qui a été quand même globalement très très calme et très très plat depuis maintenant plusieurs séances. Et maintenant on va se tourner du coup vers la microéconomie à nouveau. On a des résultats qui seront attendus après la clôture sur les marchés américains, notamment Alphabet, Amazon, et aussi et surtout cette réunion de la Fed la semaine prochaine qui elle aussi est très attendue par le marché. Bon, effectivement, et puis les choses se sont un peu équilibrées en fin de séance, moins 0,5% pour le CAC 40 à la clôture, 5578 points, avec un volume fourni sur une séance où il y a eu sans doute beaucoup de spéculations, de positions prises, débouclées au sein de la même séance, donc ça a créé du volume au sein du CAC, quasiment 5 milliards d'euros échangés ce soir, 4,7 milliards pour l'indice parisien, l'euro-dollar qui termine lui, pour l'instant autour de 1,1158 pour 1 euro. BFM Business, Intégral Bourse. Est-ce que le risque est encore un risque à la hausse là ? Est-ce qu'on a devant nous des phénomènes d'exagération de marché que les investisseurs vont devoir capter d'une certaine manière avec les banques centrales qui sont à nouveau prêtes à agir, Didier ? Ou est-ce qu'il faut quand même rester mesuré face à un certain nombre de risques ? Alors on va pas tous les citer, mais voilà, Chine, États-Unis, c'est pas réglé, le Brexit, ça repart plus belle avec Boris Johnson. Enfin voilà, là, on a tous la liste en tête. Donc, nous, on avait tendance, mais comme beaucoup, à écrêter notre exposition au risque au cours des derniers mois. Donc je pense qu'il faut quand même rester prudent. Ceci dit, sur le fond, ce que soulève la question de l'action des banques centrales, et puis plus généralement de la baisse du taux d'équilibre, c'est celle de la bonne valorisation des actifs risqués. C'est quoi le prix d'équilibre dans un monde où le taux d'équilibre a chuté, où les banques centrales sont prêtes à mettre durablement leur taux d'intérêt en territoire négatif, où les taux des actifs sans risque tombent en territoire les uns après les autres en territoire négatif, eh bien ça veut dire peut-être que la valorisation d'équilibre des actifs risqués, les multiples en fait pour les actions, est peut-être le multiple d'équilibre est peut-être beaucoup plus élevé que par le passé. Ouais. C'est ça en fait le nouveau sujet qui est. Et donc la question, parce que la question c'est celle de la bonne valorisation. Quand on parle de bulle, c'est l'égal à un prix d'équilibre. Il n'y a pas de raison en tout état de cause, même s'il est difficile de répondre de façon tranchée à cette question, il n'y a pas de raison que le price earning, le multiple de long terme qu'on observe au cours des dernières décennies, soit
la bonne métrique à regarder pour parler d'un excès de valorisation, d'une sous-évaluation, parce que cette métrique de moyenne, elle correspond à un taux d'équilibre moyen. Ouais. Or, le taux d'équilibre du futur actuel et du futur, il est radicalement inférieur. On ne peut pas se référer au passé. En tout cas, ça peut très vite induire en erreur sur la valorisation d'équilibre. Et peut-être qu'on est dans un déplacement de l'ensemble de la structure des portefeuilles vers des actifs risqués qui recherchent en fait un nouvel équilibre. Et ça peut se faire avec évidemment des à-coups, parce que la dynamique des profits... Parce qu'il y a quand même quelque chose d'un point de vue plus conjoncturel, ça c'est d'un point de vue structurel, quelle est la bonne valorisation des prix d'équilibre? On comprend bien que le prix d'équilibre des actifs risqués dans l'ensemble est plus élevé que par le passé. En revanche, on voit bien aussi que l'activité économique ralentit, que les profits anticipés sont probablement trop élevés. Alors je ne parle pas de la saison des profits là, mais si on se projette en fin d'année ou dans l'année prochaine, on s'attend davantage à des profits qui soient sous pression plus que les analystes ne l'anticipent, et par conséquent, ça pourrait offrir des occasions à un moment donné ou à un autre à des prises de profit plus marquées. J'allais dire, voilà, mais vous répondez sans doute en partie à mes questions. Dans cette logique où voilà, le taux d'équilibre demain, le coût de financement va être beaucoup plus bas, bon, et donc la valorisation des actifs risqués des marchés actions sera peut-être plus élevée que l'historique. Structurellement plus élevé. Pourquoi tout l'argent sort des marchés actions aujourd'hui? Alors, l'argent coule à flot sur l'obligataire, sur le crédit, la dette d'entreprise, voilà. Mais l'argent sort des fonds actions, sort des marchés actions. Ça n'empêche pas les marchés actions de monter, je comprends bien, mais la logique de l'investisseur aujourd'hui, elle semble... Les investisseurs ont l'habitude d'avoir un rétroviseur. Et donc là, j'ai envie de dire, le rétroviseur, ils comprennent de plus en plus que le rétroviseur n'est pas la bonne chose à regarder. Et en même temps, le brouillard est épais parce que tous les risques sont bien sur la table. On parlait du Brexit, ça fait partie des sujets qui évidemment peuvent réveiller la volatilité dans les semaines qui viennent. Et donc l'investisseur est un prix de cours dans cet environnement où il y a des arguments pour et des arguments contre. Donc il faut qu'il soit quand même assez prudent. On a quand même des valorisations qui ont beaucoup monté depuis le début de l'année, des marchés d'actions qui ont beaucoup grimpé. Ceci dit, d'un point de vue structurel, une correction sur les actifs risqués serait probablement une très bonne opportunité pour se repositionner sur ces actifs-là. Donc et il y a un deuxième élément plus macroéconomique qui est important, c'est qu'on a des cycles longs. Un cycle très long aux États-Unis, on le sait, cycle très long au Japon, cycle long aussi en zone euro. Ces cycles, visiblement, les banques centrales font tout pour poursuivre la durée du cycle. On comprend bien que les politiques budgétaires vont devenir plus expansionnistes, parce qu'elles vont jouer sur le fait que les taux d'intérêt étant faibles, elles ont davantage de marge de manœuvre. Donc on va vers une extension du cycle liée à la politique économique. Bon, tôt ou tard, on aura quand même une fin de cycle. Et la question centrale, c'est dans ce cas-là, ça peut être assez douloureux. Les profits ont quand même monté de façon assez spectaculaire. Je regarde les profits américains. Donc il y aura, à un moment donné ou à un autre, une correction. Et c'est bien là la difficulté aujourd'hui pour un positionnement très marqué, directionnel sur les actions. Mais on ne croit pas en tout cas, dans un environnement où les taux restent aussi faibles, on ne croit pas à une correction durable sur les marchés d'actions. On ne pense pas qu'il y ait une bulle. Il y a même probablement encore des bonnes opportunités dans ces temps. Une correction reste une opportunité pour se positionner sur ces actifs risqués, ces marchés actions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, Julie, de la profitabilité des entreprises? On est en pleine période de publication de résultats sur le marché américain. Vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Est-ce que les entreprises américaines sont au rendez-vous? Est-ce qu'on a le sentiment qu'on a atteint le pic des marges et que maintenant les profits vont se mettre à baisser en agrégé, en cumulé sur les prochains mois, les prochains trimestres? Alors, aux États-Unis, on a des analyses qui, en général, font preuve de beaucoup de prudence en amont des publications des résultats. Donc effectivement, on a eu beaucoup de révisions. Alors ces révisions, juste pour donner un ordre d'idée, en début d'année, on pensait que sur le deuxième trimestre, les profits des entreprises américaines progresseraient de 5%. Juste avant le démarrage de la saison de publication des résultats, on anticipait qu'ils baisseraient de 3%. Ouais. Donc les révisions ont été conséquentes et se traduisent par un pessimisme qui a été sans doute exagéré, comme systématiquement aux États-Unis où on a systématiquement des surprises positives. Donc quand on regarde à aujourd'hui, on a à peu près 30% des sociétés américaines qui ont publié, 77% publient des profits qui sont supérieurs aux attentes. C'est légèrement mieux que la moyenne historique. Pas de manière extraordinaire, mais légèrement mieux que la moyenne historique. Les ventes, on a à peu près les 2/3 des sociétés qui publient des ventes supérieures aux attentes, mais surtout, on voit que les profits qui sont publiés par les entreprises sont significativement meilleurs que les révisions qui ont été réalisées. Donc, on a des profits, là, aujourd'hui, qui sont
en hausse. Donc voilà, si on continue comme ça, si on extrapole cette première tendance, on aura un plus devant la progression des bénéfices, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Donc on a quand même des surprises très positives, comme on avait déjà eu au premier trimestre. Plus, je dirais, que ce qu'on a historiquement. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus sur des taux de croissance de 25% comme l'année dernière, qui avait été boosté par l'effet fiscal, qui avait été la politique fiscale de Trump, mais on reste sur des niveaux de croissance qui sont globalement solides. Après, sur le troisième trimestre, on attend, ça a été largement déjà révisé, mais ça va être encore révisé comme souvent, on attend une croissance étale, donc pas de croissance sur le troisième trimestre. Ça veut dire que sans doute, ça va encore bouger, d'autant plus que, comme vous le soulignez il y a un instant, les tensions sino-américaines ne se sont pas résolues. Non. Pour le moment, que c'est quelque chose sur lequel on a à certains moments, de manière distillée et de manière régulière, des bonnes et des mauvaises nouvelles, et que dans le contexte électoral, on risque d'avoir encore un certain nombre de discussions d'aller-retour avec la Chine sur les prochains mois. Donc ça peut donner de la volatilité sur le marché, ça peut donner de la volatilité sur les profits, notamment des entreprises industrielles. Alors voilà, parce que la question suivante, c'était de savoir si cette période de publication de résultats, est-ce qu'elle permet de réévaluer certains secteurs? Alors, les secteurs très en avance, très bien valorisés, les GAFA par exemple, est-ce qu'il faut commencer à se poser des questions sur ces groupes-là? Et puis à l'inverse, les secteurs très décotés, très sous-valorisés, parce qu'on a toujours ce marché complètement fragmenté, coupé en deux entre des secteurs très en retrait, l'automobile, les banques, pour citer les secteurs emblématiques européens qui sont vraiment au fond du trou, et puis des secteurs très bien valorisés. Est-ce qu'on réévalue certains secteurs à l'aune de cette saison de publication de résultats? Alors c'est vrai qu'on n'a jamais eu une telle distorsion de valorisation entre la partie, donc les secteurs dits value, donc c'est-à-dire effectivement les banques, l'énergie, les matériaux, et de l'autre côté les secteurs dits croissance. Donc ça, on est à un record. Donc effectivement, cette saison de publication, on le voit, je dirais les surprises négatives sur des sociétés correctement valorisées de croissance sont sanctionnées très lourdement. Et c'est logique puisque on a des performances qui sont exceptionnelles sur le secteur de la croissance. On parlait tout à l'heure de Facebook, juste pour ne citer que, depuis le début de l'année, on était en hausse à hier de 56%. Donc on a des croissances qui ont été extrêmement fortes. À l'inverse, effectivement, les publications de résultats dans ces secteurs value très décotés, notamment dans l'automobile, qui ont été tout juste en ligne avec les attentes, ont été saluées. Est-ce qu'à long terme, c'est quelque chose qui va s'installer durablement? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, avec cette politique monétaire et les banques centrales en soutien, on a quand même de l'accès à de l'argent et du financement peu cher qui est globalement plutôt un facteur de soutien aussi pour les valeurs de croissance. Donc globalement, je dirais, nous, ça nous incite pas à sortir, oui, c'est ça, de cette logique-là. On est vraiment très à rechercher de la qualité et de la croissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne changera pas. Pas des thèmes qui sont remis en question. Parce qu'on a des rebonds sur un certain nombre de valeurs cycliques à court terme. On marque une pause. Dernier quart d'heure du Club de la Bourse à suivre dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, et Didier Borowski, le responsable de la recherche macro d'Amundi. Didier, peut-être un mot de... Alors, la politique en Europe, on a appris tout à l'heure que Pedro Sanchez n'était pas reconduit pour l'instant en tant que Premier ministre. Il a échoué avec l'opposition de Podemos, finalement, qui ne lui a pas permis d'être réélu. Le Brexit, bien sûr, alors qu'il repart de plus belle avec Boris Johnson. Enfin, les situations politiques sont un peu toujours les mêmes. Elles s'aggravent pour certaines. Enfin, en tout cas, ça reste des sujets toujours importants. Bon,
Les banques centrales écrasent les risques, donc on va dire que ça se voit pas trop dans les marchés, mais... En Espagne, c'est clairement pas un sujet pour les marchés, parce que fondamentalement, la situation de la croissance est plutôt bonne, donc c'est un sujet politique national qui est important pour les Espagnols, mais qui fondamentalement ne va jouer absolument aucun rôle sur les marchés. Le Brexit, c'est une autre affaire, on comprend bien, mais ça, on n'est pas outre mesure surpris. Je crois que personne n'a été surpris par le fait que Boris Johnson devienne le Premier ministre, c'était attendu. Deuxièmement, il nomme un cabinet très pro-hard Brexit, ou en tout cas Brexit au 31 octobre. Là encore, on ne peut pas être surpris, puisque toute sa campagne dans son parti était faite sur ce thème. Maintenant, il va falloir regarder en pratique, notamment à la rentrée, quand le Parlement termine sa période de vacances, comment en pratique Boris Johnson va se positionner dans la négociation avec les Européens. Est-ce qu'il continue dans la même veine? Est-ce qu'il cherche à négocier quelque chose, notamment dans la déclaration de politique économique qui accompagne le deal, pour essayer de montrer qu'il a gagné le fait que sur la ligne, le backstop en Irlande, c'est de façon temporaire ou quelque chose. Il y a probablement quelque chose à négocier qui permette à la fois à Boris Johnson de sauver la face et aux Européens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est important, c'est que ça va être nécessairement très conflictuel dans un premier temps, et ça l'est déjà. Ouais. Et dans un espace de temps très réduit. Vous dites, là, ils partent en vacances, ils reviennent à la rentrée, et 31 octobre, ça arrive tout de suite. Donc, il y a une probabilité, donc on chiffre à 30%, mais c'est évidemment très incertain, mais d'un accident, en effet, au 31 octobre, où Boris Johnson et son cabinet poussent, j'ai envie de dire, le bouchon trop loin dans la négociation, fatiguent les Européens. Les Européens ont un vrai agenda de politique économique quand la Commission sera en fonction, et par conséquent, on pourrait très bien avoir des Européens qui s'opposent à un délai supplémentaire et à un accident avec un Brexit sans deal. Ça, c'est 30%, ça. Ça, pour nous, c'est 30%. Le deal, il n'est pas impossible, mais il a une probabilité assez faible, c'est disons 20%. Et ce qui nous semble le plus probable, et ce qui le relève d'ailleurs, qui veut dire que tout resterait sur la table, c'est un report supplémentaire. Les Allemands sont en faveur d'un report supplémentaire. Je pense que beaucoup d'Européens seront en faveur d'un report supplémentaire. Il n'y a pas besoin aujourd'hui, la barre n'est pas haute pour obtenir un report supplémentaire. Il n'y a pas besoin de déclencher des élections ou un référendum. Je pense qu'une négociation qui dure avec une possibilité de débouclage des négociations serait suffisante pour faire un report supplémentaire de 6 mois. Les Allemands vont pousser dans ce sens parce qu'ils sont en récession, que la situation conjoncturelle est mauvaise. À ce stade, je pense que les Français vont pas bloquer, donc on serait dans cette thématique-là, mais qui rouvrirait la porte à tous les possibles pour 3 ou 6 mois plus tard. Donc le Brexit est peut-être un sujet au long cours. Bon, en un mot, on peut rien dire. Je veux dire, le brouillard. Mais vous résumez bien les options. Et on sait que ça va être très conflictuel. On le sait, parce que Boris Johnson se positionne dans la conflictualité avec l'Union européenne, au moins dans un premier temps, avec l'espoir de négocier quelque chose de plus fort que ce que Theresa May a réussi à négocier. Mais rien n'est gagné en la matière, donc ça va être chaud. 31 octobre, do or die. Pour l'instant, c'est la position de Boris Johnson, le point de départ de la négociation. C'est une posture de négociation. Et il va la garder pendant un certain temps. À propos de posture, l'Italie, c'est un dossier sous contrôle pour l'instant. Il a fait beaucoup de bruit aussi, ce dossier italien. Oui. Alors beaucoup d'inquiétudes sur la stabilité de cette coalition. Il semble aux dernières nouvelles qu'en réalité, à la fois la Ligue et le mouvement 5 étoiles veulent conserver la coalition en l'état. On est dans un gouvernement en Italie qui est quand même un des gouvernements qui a une durée de vie supérieure à la durée moyenne des gouvernements en Italie. Oui, parce que la durée moyenne, c'est environ 340 jours. Et on est déjà maintenant au-dessus de la moyenne historique de la durée de vie. Sur les 70 gouvernements qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est ça. Et donc fondamentalement, on a un gouvernement, et c'est le paradoxe de la situation, qui se trouve plus stable, qui était complètement inattendu, qui est baroque, mais qui est plus stable que ce qui était attendu. Et où finalement, on voit bien que la Ligue a peut-être intérêt à maintenir dans cette phase-là la coalition en l'état, parce que Di Maio est bien obligé d'accepter tout, enfin son mouvement 5 étoiles, tout, compte tenu de son affaiblissement politique. Donc des élections, en un mot, les élections anticipées, en septembre ou octobre, ça nous semble quand même très très improbable, mais des élections au printemps prochain, oui, c'est quelque chose qui est... Oui, ça reste un scénario ça reste dans le domaine du possible, peut-être pas tout de suite, c'est ce que vous dites. Voilà, pour l'Italie. Ils sont capables de tenir encore un peu cette coalition pour quelques mois, quelques trimestres. Bon, voilà pour les aspects politiques en Europe. Il fallait en dire un mot et faire le point, notamment autour du Brexit. Revenons aux publications d'entreprises et terminons d'ailleurs avec les grands groupes américains qui vont publier ce soir après la clôture à Wall Street. Julie Jourdan, gérante action chez Mansartis, Amazon et Alphabet Google. Vous le laissiez entendre tout à l'heure. Il y a peut-être plus de sujets et de questionnements aujourd'hui sur Alphabet Google. D'ailleurs, un titre qui
sous-performe très nettement le marché américain et les GAFA ou GAFAM, si on intègre également Microsoft. Là, il y a même des indices qui sont créés autour de ces plateformes numériques aujourd'hui. Google, c'est la valeur la plus en retard. Hein. C'est la valeur la plus en retard. Depuis le début de l'année, elle a progressé d'une dizaine de pourcents. Et c'est vrai qu'elle avait surpris de manière assez forte lors de la dernière publication de résultats, puisque pour la première fois depuis dans son histoire, elle avait publié des ventes qui ne progressaient que de 18,5%. Donc en dessous du 20% auquel les investisseurs étaient habitués depuis des années. Et c'est vrai que du coup, il y a eu un certain nombre d'arbitrages qui ont été faits, d'autant plus que les marges également ont été sous pression puisqu'ils sont dans une phase d'investissement assez forte. Donc ce soir, ça va être très scruté, à la fois le niveau de la croissance des ventes, qui est attendu autour de 17,5, à la fois le niveau des marges, mais également leurs annonces en termes de nouveaux produits, puisque on devrait avoir en fait dans les prochains mois, notamment une nouvelle plateforme de jeux en ligne qui devrait être proposée par Google, qui s'appelle Stadia, et sur lequel ils ont commencé en fait à communiquer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Donc ça sera très regardé, Google. De l'autre côté, effectivement, il y a Amazon. Oui. Alors Amazon, c'est évidemment très regardé aussi, puisque là, on attend des ventes en hausse de l'ordre de 18%, à plus de 62 milliards quand même. Donc on parle bagatelle, quand même, une bagatelle de 62 milliards. Et c'est vrai que sur Amazon, là aussi, on entre dans une phase d'investissement assez lourde, puisqu'ils sont en train de monter en puissance sur la livraison en un jour sur tout le territoire américain. Donc cette densification du maillage de distribution qui va être assez onéreuse et donc sur lequel les niveaux de dépenses d'investissement vont être également extrêmement regardés, tout comme les niveaux de croissance de leur publicité digitale, puisqu'ils sont maintenant le nouvel acteur qui vient concurrencer effectivement de manière assez forte. Ils sont partis il y a 0, 12, 18 mois. Ils font, de mémoire, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la pub sur le dernier trimestre. Oui, c'est ça. Sur un trimestre. Donc on attend plus de 10 milliards en rythme annualisé, effectivement. Bon, pour conclure, alors sur ces GAFA ou ces GAFAM, s'il faut en avoir aujourd'hui, il faut avoir lesquels? Il faut les avoir toutes, ou il y a quand même un choix à faire désormais Je crois qu'il faut vraiment mesurer, et ça c'est vrai qu'on va le voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, à la fois les risques réglementaires. Est-ce que l'enquête sur les pratiques antitrust permet de pointer du doigt telle ou telle société qui va être l'objet en fait d'une enquête plus approfondie. Donc ça va être un élément majeur pour le marché quand même. Ça va être un élément majeur pour le marché. Et c'est vrai que dans le contexte électoral dans lequel on est, on ne fera pas abstraction d'un news flow négatif ou d'un news flow constant en fait sur ces sociétés américaines. Donc il va falloir qu'ils puissent montrer que sur leur croissance, va être à la fois pérenne, visible et permettre effectivement de compenser ou en tout cas d'aller dans cette direction qui permet de surprendre favorablement. Donc ça va être effectivement le chemin est sans doute un petit peu plus compliqué. Bon, question de régulation en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, voilà, tout le jeu politique qui ira avec, effectivement, ça va devenir un sujet pour les investisseurs. Merci à vous deux. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure pour ce club de la bourse. Amazon, Alphabet, Google, les publications à suivre ce soir après la clôture des marchés américains, des marchés US en baisse pour l'instant. Nous aussi, on a clôturé en baisse à Paris, moins 0,5% au terme d'une séance animée, notamment par les résultats et Mario Draghi, des tendances qui se sont renversées, mais on est vraiment sur une logique juste de prise de profit puisqu'on a marqué un nouveau plus haut annuel au cours de cette séance à Paris et sur les autres marchés européens. Le CAC termine en clôture à 5578 points. Julie Jourdan était avec nous ce soir, gérante action américaine chez Mansartis, et Didier Borowski, responsable de la recherche macro d'Amundi. Bientôt 18h, on se retrouve demain dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.